Bonjour Nadia. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation sur Harmony Stories. Nous t'en remercions énormément. Tout d'abord, comment vas-tu? je vais super bien. Qu'est-ce que, en cette période un peu compliquée, j'ai commencé les pieds dans le plat. Comment tu te définis en tant que personne? Comment je me définis? Comme une personne complexe. Je sais pas si c'est bien, mais ouais, complexe. Plus complexe que la moyenne? Ah, je sais pas de quel sens tu mets à complexe, mais moi je dirais peut-être, ouais. Mais est-ce que c'est pas forcément une qualité, hein? Mais peut-être, ouais. Donc, Et mesuré aussi. Quelqu'un de mesuré. parcimonieuse. Ouais, aussi peut-être, je sais pas. Où est-ce que ta vie à toi, elle commence? Bah, ma vie, à moi, elle commence, même si je m'en souviens pas, dans une clinique du 93 qui s'appelle la Clinique Bleue, au cœur d'une cité qui s'appelle Orgemont, à Épinay-sur-Seine. Donc, voilà, je nais dans cette clinique en 79, donc maintenant vous connaissez mon âge, c'est facile. Mais c'est assumé, on pourra reparler de ça aussi, Oui, de ce oui. passage à cet âge qui était quand même pas évident en fait, hein, mais voilà. Et en fait, j'ai grandi dans la cité, une cité qui jouxtait en fait Orgemont, qui est la cité des Raguenay à Saint-Gratien. Et donc, je grandis dans cette cité des Raguenay ouais, on peut en parler, ça va, il y a plein de choses à dire. Oui. Et c'est quoi, du coup, tes souvenirs de grandir dans cette cité-là? Eh ben, écoute, moi, je dis souvent, hein, c'est l'une des plus belles périodes de ma vie, en fait. Parce que c'est l'enfance, parce que c'est l'insouciance, parce que voilà, une façon de regarder le monde et d'être hermétique aussi aux problèmes des adultes, de sa propre famille, des problèmes autour de soi. Et voilà, donc pour moi, c'est les meilleurs moments de ma vie, en fait, hein. Enfin, même s'il y en a eu d'autres, par exemple la naissance de mes enfants, parce que je suis obligée de le dire. Oui. C'est un Non, mais moment bien magique. sûr, voilà, c'est un super moment ça. Mais non, c'est vrai que j'ai gardé un souvenir euh, ému, mais presque poétique en fait de cette période parce que je me souviens de la vie qu'on a eue. On était des enfants, voilà, on sortait quand on voulait. On était vraiment dans un cocon en fait, tu vois, qui était le cocon de la cité. Oui. Moi, je me souviens, j'habitais dans un immeuble, dans une barre qui avait 4 étages. Enfin, l'immeuble avait 4 étages, donc c'était une barre de petits immeubles. Puis il y avait des tours, mais pas beaucoup. Et derrière, derrière cette barre, il y avait un parc qu'on appelait le parc, en fait, qui était derrière chez nous. Et en fait, je me souviens des heures qu'on a passées à jouer, à s'éclater, à faire des chasses à l'homme, à jouer dans les immeubles. Enfin, il y avait un petit bois aussi, donc on grimpait dans les arbres et on se battait avec les gens de la cité d'en face. Donc là, c'était Argenteuil. Ouais. Et c'est des super souvenirs en fait, parce que les journées elles finissaient pas, on partait pas en vacances, tu vois. Moi je me suis partie une fois, j'ai pris l'avion quand j'avais 8 ans, je suis allée en Algérie. Mais sinon, l'essentiel des étés, on le passait à la cité. Et on partait par exemple tous ensemble à la piscine. Enfin voilà, c'est des moments privilégiés. Je me souviens des mamans qui restaient sur le banc pendant que nous on jouait jusqu'à 22 heures parce que c'était les journées d'été. Donc voilà, c'est des super souvenirs. C'est vraiment des super souvenirs. On parle aussi de l'Algérie. Ouais, Tu es issu de l'immigration. ouais, c'est ça. Comment on le vit en France et c'est quoi vraiment ton histoire de ce point de vue-là? Bah, c'est intéressant parce que ce que tu me demandes, parce que finalement l'Algérie c'est un pays qui est très présent dans l'histoire française. On l'a vu dernièrement avec la publication du rapport Stora sur la question de comment on fait pour réconcilier les mémoires, etc. Écoute, moi j'ai eu des parents donc qui ont... Ma mère est arrivée en France en 78 et mon père en revanche est arrivé en 48. Donc c'est encore une autre génération. C'est-à-dire que moi, les amis de mon âge, les enfants de mon âge, leur père, enfin mon père aurait pu être mon grand-père, quoi, si tu veux. Oui. Et non, bah écoute, moi j'ai grandi dans un appartement où il y avait des cadres, des photos de certaines personnalités algériennes.
Je me souviens des anecdotes que me racontait ma mère sur la guerre d'Algérie, mais j'écoutais un peu d'une oreille, tu vois. J'étais gamine, donc je ne mesurais pas en fait ce que c'était que cette histoire. Tu vois, je n'avais pas conscience que c'était la grande histoire avec un grand H, tu vois. D'ailleurs, en 2011, j'ai écrit un livre, un recueil sur cette question avec des anecdotes que je suis allée glaner un peu dans mon entourage. Je voulais raconter ce que ça avait été la colonisation. Et voilà, donc ça a été une façon de parler de cette Algérie. Mais c'est vrai que l'Algérie, ça a été un pays que j'ai découvert à 8 ans. Contrairement à beaucoup d'enfants de mon quartier, on n'y allait pas chaque été. Donc la première rencontre, c'est en 87. Donc j'ai 8 ans, je me souviens très bien, je prends l'avion. Enfin voilà, on arrive dans ce pays où la chaleur, elle te tape tout de suite le visage. Tu fais de la route pour rejoindre la Kabylie, où mes parents sont originaires de Kabylie. Où tu vas chercher de l'eau à la fontaine, où tu n'as pas l'eau courante, où tu as des cafards énormes en fait. Moi j'avais des cafards, il y avait des cafards dans mon HLM, alors c'est pas qu'on était sales, mais bon, bah, c'était comme ça. Mais ils étaient beaucoup plus grands que chez C'était un autre niveau. Voilà, ça m'avait marqué, je me souviens. Il y a aussi, voilà, le fait, nous on est sur on vient d'une ville côtière en Kabylie. Donc du coup, bah, ça a été 2 mois de vacances à la plage, c'était la chaleur, le soleil, mais c'est des super souvenirs, quoi. C'est pas un souvenir exotique, en fait, tu vois, parce qu'il est très ancré dans mon histoire et dans l'histoire de mes parents, tu vois, c'est l'Algérie, mais c'est vrai que... alors, je sais pas, quand j'ai eu 8 ans et que j'ai pris cet avion pour aller en Algérie, c'est un très bon souvenir. Je crois que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une prise de conscience aussi, parce que pour moi, ma maison, c'était même pas la France, c'était ma cité, en fait. Oui. Tu vois. Après, donc il y a cette histoire en fait avec un grand H qui arrive dans ma trajectoire et dans mes pensées, quoi. Parce qu'en fait, tout ce que j'entends quand je suis petite. La guerre, les Français. Bon, je grandis pas dans cette espèce de haine ou de ressentiment à l'égard des Français. C'est juste, j'entends des histoires que certaines personnes, dont ma mère, par exemple, mon père, mais pas avec cette haine, en fait. C'est juste, voilà, ils racontent leur histoire. Voilà. Mais c'est surtout à partir de l'adolescence et fin d'adolescence que je commence vraiment à m'interroger sur ça, en fait. Tu vois, et à questionner ça tout doucement. Bon, déjà, je commençais à lire. Je sais plus comment, mais il y a un livre qui me tombe dans les mains. Un auteur, c'est Édouard Saïd. Oui. Et j'entends parler du livre Culture et impérialisme. Et je l'achète, j'avais 17-18 ans, quoi, hein, tu vois. Oui. Je lis ce livre et je me retrouve quand même dans ça. Et je vois qu'il y a un truc qui va pas, parce que, par exemple, un truc tout bête, on me disait tout le temps, ah, mais t'es pas typée, tu fais pas maghrébine. Et moi, je le prenais comme un compliment. Ça voulait dire j'étais jolie, en fait. C'est ça que ça voulait dire pour moi. Et un jour, je me dis, mais attends, je devais avoir 16-17 ans. Je me questionne, je me dis, pourquoi ça me fait plaisir, en fait. Et donc, je comprends les choses, tu vois. Le fait, parce que ça veut dire que je ressemble au blanc, entre guillemets, que ça veut dire que c'est la norme, etc. Et ça, je le comprends toute seule, il y a personne qui m'a expliqué. Oui. Et voilà, et tout ça, ça se met en place, en fait. Et après, bon, je rentre dans l'actualité. Il y a les débats, il y a la loi contre les discriminations, la question du racisme. Je vois bien que, tu vois, j'ai mon bac en 98. Donc moi, je voulais absolument aller dans une fac parisienne. Parce que très vite, en fait, j'ai eu la chance d'avoir des frères et sœurs qui, eux, n'ont pas fait d'études, mais qui nous ont beaucoup poussés. Et je leur dois tout, en fait, on peut le dire clairement, même si on ne se le dit jamais entre nous, parce qu'on est très pudiques, tu vois. Et c'est vrai qu'eux nous ont souvent sortis. On a souvent très tôt pris le train. On est très tôt allé sur Paris et on a très tôt pris le goût de Paris. C'est-à-dire, moi, j'adorais être dans ma cité, mais j'aimais aussi beaucoup partir aller sur Paris. Mais c'est vrai que, tu vois, quand j'étais à Paris, tu sens que tu n'es pas dans ton truc. Voilà, tu es là, mais c'est pas que tu te sens étrangère, mais tu n'es pas à l'aise, quoi. Il y a un inconfort. Bon, pour autant, j'aimais bien Paris. Et donc, après le bac, je me dis, mais non, il ne faut pas que j'aille dans une fac de banlieue, je ne veux pas faire ça. Et puis, je savais déjà que je voulais être journaliste, parce que j'aimais beaucoup l'actualité, mais bon, peut-être que j'avais une idée un peu imprécise du métier. Hein, j'aimais bien écrire déjà. Oui. Et donc, je m'inscris à la Sorbonne.
en lettres modernes, avec l'idée de faire une école de journalisme, mais que je n'ai pas tenté. Enfin, j'ai tenté une seule école parce que je m'étais dit que de toute façon, j'y arriverais pas. Et voilà, donc j'arrive à la Sorbonne, dans un univers qui est totalement différent du mien. Je me souviens, je m'étais à peine renseignée en fait. Je m'étais juste inscrite en lettres modernes. Et je savais même pas ce que c'était qu'un UFR. C'est vrai, je me souviens de ça, hein. Je savais même pas ce que c'était que les TD, les cours magistraux. Enfin, j'avais une vision vraiment très lointaine, quoi. Très flou. Ouais, très floue. Et puis je suis arrivée comme ça et voilà, je me suis fait une amie avec qui je suis toujours amie d'ailleurs. Mais voilà, c'est vrai que cette amie, elle est franco-malienne. Et en fait, tout de suite, en fait, tu te recrées un cercle qui te ressemble, quoi. Oui. Donc moi, je suis franco-algérienne, franco-malienne, il y avait une franco-turque. On l'a pas fait exprès, hein, c'est pas... voilà, on se reconnaît, je sais pas, parce qu'on nous fait sentir aussi qu'on n'est pas comme les autres, tu vois. Et c'est très intéressant, ça. Il y avait des filles qui venaient de milieux très, très privilégiés. On n'était pas ostracisés, mais naturellement, j'étais pas à l'aise, en fait, pour aller vers elles. Tu vois, ça veut pas dire que je me suis pas fait des copines de milieux extérieurs, hein, mais ça coulait pas de source. Oui. Et pourtant, j'étais très ouverte. Hein. J'étais pas du tout... Moi, j'étais habituée à aller sur Paris, je te dis, à rencontrer des gens, etc. Mais voilà, il y a un truc, quoi. Il y a un truc qui est d'ordre social plus qu'ethnique, d'ailleurs. Quand tu arrives à la Sorbonne, tu continues c'est ta première fois que tu vis seule ou tu vis encore? Non, je suis pas seule, je reste dans ma banlieue en fait. J'avais besoin, je pense, de ce basculement permanent en fait entre Paris. J'adorais être sur Paris. Parfois, je prenais le RER le samedi. Je me souviens de cette ambiance qu'il y avait dans ma cité, comme dans plein d'autres cités, j'imagine, mais qui se fait plus trop aujourd'hui. C'est que le samedi, je me souviens, il y avait toujours plein de gens du quartier qui prenaient le train de 13h06 ou de 13h35. Tu te rappelles les horaires? Ouais, ça n'a pas vraiment changé. Et tu vois, et qui prenait et qui allait faire son aventure sur Paris, quoi. Tu vois, il y avait ce côté un peu palpitant. Oui. Où on avait tous envie de descendre sur Paris. Et peu importe si on avait de l'argent ou pas dans nos poches, on voulait être sur Paris. Ce que je retrouve plus aujourd'hui, en fait. Je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes ne descendent pas sur Paris. D'ailleurs, je dis descendre, ils ne montent pas. Tu vois, c'est un langage de... C'est presque un langage provincial. Sans moquerie. Hein. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi avec cette génération qui avait envie ouais, il y avait un côté un peu conquérir Paris, tu vois. C'est un peu romancé ce que je raconte, mais c'est vrai. Moi, je me souviens, il y avait plein de gens de mon quartier que je connaissais pas, avec qui j'avais jamais adressé la parole, mais on se retrouvait dans le même rame de RER, à aller sur Paris, ou parfois même le train du retour, tu vois. Et voilà, il y avait ce côté, ouais, qu'est-ce qui va nous arriver sur Paris? On va rencontrer des gens, il va nous arriver des trucs sympas et tout, tu vois. Et ça, j'ai l'impression que ça n'existe plus trop. Peut-être que je me trompe. Hein. Mais bon, comme j'ai fait pas mal d'éducation aux médias, j'ai déjà discuté avec des jeunes, ils aiment plus aller à Paris. Alors que je pense que c'est important en fait de s'approprier le cœur de la machine. Quoi. C'est-à-dire que quand tu t'appropries Paris, tu t'appropries ton pays aussi, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose que je retrouve plus à Londres. À Londres, tu vois, les gens vivent dans le centre-ville, ils se sentent à l'aise, tu vois. Alors que Paris, tu vois bien que c'est très, très périphérique de toute façon. Je suis restée dans ma cité parce que j'avais pas les moyens d'aller ailleurs. J'étais dans mon HLM et j'étais très bien. Hein. Moi, j'étais super contente. Enfin, tu vois, autant j'ai toujours été très attirée par Paris, mais autant, bon, le soir, j'étais bien contente de rentrer chez moi. C'était mon repère, je connaissais du monde. Ouais, c'est ton cocon, quoi. Tu connais les gens. Moi, ça m'est arrivé d'aller chez une copine à moi, de rester jusqu'à 2h du matin, de traverser ma cité à 2h du matin et de me sentir en totale sécurité, tu vois. C'est ça qui est fou. Ce que je ne referai plus aujourd'hui, ni dans ma cité, ni ailleurs, d'ailleurs. C'est avec l'âge. Mais tu vois, t'es vraiment dans ton élément. T'es vraiment dans ton élément. Tu dis que ça fait 15 ans maintenant que t'es partie de ta cité. Comment se passe ce déménagement, entre guillemets, où tu sors de ton cocon au final? Ouais, bah moi, en fait, je suis quelqu'un qui, quand je suis à des grandes étapes de ma vie, j'ai tendance à vivre les choses un peu hors de moi, quoi. C'est-à-dire que
C'est très bizarre comment je suis. Par exemple, quand je me suis mariée, tu vois, j'ai pas pris toutes mes affaires. Tu vois, C'est une partie. non mais c'est bizarre. Je vois des filles qui sont mariées autour de moi, par exemple, elles prennent tout, quoi. Et moi, je sais pas, c'est comme si je m'étais dit, non mais ouais, très bien. Bah, je reviens, quoi, en fait. Parce que, tu vois, J'y vais et je reviens. et en fait, je suis partie. En même temps, j'étais très contente de partir parce que moi, j'ai toujours su que je resterais pas, même si j'ai toujours aimé mon quartier. Mais je suis quelqu'un qui a toujours eu de l'ambition, qui a toujours voulu partir, en fait, voir autre chose. J'aime bien bouger, j'aime bien. J'ai pas peur du changement, en fait. Oui. Et non, c'est vrai que les premiers temps, j'étais très nostalgique, hein. J'avais besoin de revenir tous les week-ends, voir mes sœurs, parce que j'ai encore de la famille dans ma cité d'origine. Je revenais tout le temps. Voilà, j'avais besoin, par exemple, d'aller au marché. Le marché, il y a un marché à côté, qui est Oui. à côté à Argenteuil. J'avais besoin d'aller au marché, de faire des courses là-bas, de voir, voilà. J'avais besoin, je voulais pas couper, quoi. Je Le voulais lien. faire encore partie du truc, en fait. Puis progressivement, en fait, La voilà, vie fait que. la vie fait que tu t'en vas. Et puis en fait, ce qui est fou, c'est que moi, j'ai pas le discours. Moi, je le dis, quoi. Mais après, c'est moi et ça n'engage que moi. Je pense que vivre en cité, c'est pas une fin en soi et que en fait, les gens ont envie de. Enfin, faut partir de la cité en vérité. Après, tu peux rester Oui. parce que c'est compliqué de trouver un logement, etc. Et moi, j'ai de la famille qui est encore là et c'est normal. Mais ça devrait être une étape, quoi, ça devrait être une étape de vie, la cité, parce qu'avec tout ce qu'il y a à l'environnement qui n'est pas forcément positif, il y a des difficultés, etc., etc. On ne va pas revenir dessus. Je pense que c'est important de penser son départ de la cité, tu vois. Et c'est vrai que les gens qui sont partis autour de moi, quand ces gens le peuvent, hein, parce que je sais très bien que c'est pas évident de partir et il faut trouver un logement, il faut avoir les moyens d'être dans le privé, par exemple, d'avoir un logement dans le privé, de devenir propriétaire aussi. Bah voilà, quand les gens le peuvent, ils partent. Oui. Et souvent, quand ils partent, ils reviennent pas, en fait. Oui. Tu vois, moi, je connais plein de gens, ils peuvent plus revenir. Moi, je peux plus revenir habiter dans ma cité. Peut-être qu'un jour, le sort fera que je serai obligée de revenir et que j'aurai pas le choix de retourner en HLM. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne me vois pas revenir. Et pourtant, j'aime ma cité, mais je ne me vois pas y revenir. Pour moi, ça serait... non, c'est pas possible. Et maintenant qu'on en parle, et tu as parlé de tes enfants, on a parlé avant de tes parents. En quoi penses-tu que tes parents étaient différents de toi? Et en quoi penses-tu que toi, tu vas être différent de tes enfants qui ont grandi hors de la cité? Eh ben, c'est une bonne question, parce que je me suis toujours dit, pour moi, tu vois, la cité, ça a toujours été le lieu privilégié pour développer des principes et des valeurs très fortes. Oui. C'est-à-dire, en gros, quand tu viens pas d'une cité, t'es un bouffon, quoi. Ouais. Donc, en fait, c'est ça, tu vois. Ce qui est faux, parce que tu as des gens très bien qui viennent pas d'une cité, mais parce qu'on se dit, voilà, je viens de la cité, je suis roots, quoi. Tu vois, je suis authentique et tout, mais bon, on peut être authentique et voilà. Et c'est vrai, c'est vrai que par rapport à mes parents, forcément, je suis privilégiée. Oui. Tu sais, je pensais à un truc récemment, je me disais, moi, mes parents, ma mère est née en 47, donc dans l'Algérie française. Quand il y a eu la guerre, elle était gamine. On nous a raconté des anecdotes, voilà, des anecdotes qui sont quand même lourdes de sens. Oui. Mon père est né en 25, bon, il est décédé. Mais il est né en 25, il est arrivé en France en 1948, donc c'est encore une autre époque. Oui. Oui. Et je me dis, cet homme, il a été indigène, il a été considéré indigène jusqu'à 37 ans. Donc évidemment, moi j'arrive, je nais dans une cité, mes parents ouvriers, famille immigrée, voilà, populaire. Mon père travaillait à l'usine. Mais évidemment, je suis une privilégiée vis-à-vis d'eux. Oui. Et mon fils et ma fille sont des privilégiés vis-à-vis de moi. Tu vois. Mais comment tu préserves en fait cette importance en fait des valeurs, des principes qu'on a inculqués? Comment je fais en sorte que mes enfants, je leur transmette? Déjà, je leur raconte l'histoire. Tu vois, je leur raconte l'histoire de mes parents. Je leur raconte mon histoire, et puis c'est du rabâchage, quoi. Et puis c'est des actes aussi, tu vois. C'est des actes,
comment t'éduques tes enfants, qu'est-ce que tu leur montres en fait de toi, de tes choix, comment tu les situes aussi dans cette histoire, parce que dans cette histoire de France, dans cette histoire de l'Algérie aussi. Ouais, et puis surtout d'en faire des êtres, moi j'en parlais tout à l'heure avec un journaliste, c'est comment de tout ça, parce que c'est une histoire lourde, la guerre d'Algérie, enfin la colonisation, c'est pas anodin en fait tout ça. C'est pas anodin, mais qu'est-ce que j'en fais moi, et qu'est-ce que je transmets, et comment je fais pour que mes enfants soient des êtres équilibrés, qui soient pas en guerre contre ce pays qui est leur pays de naissance, qui est leur pays en fait. Ils sont en France, quand on est français, et en même temps qu'ils aient aussi un lien avec le pays de leur lignée, quoi, qui est l'Algérie en fait. Et comment tu construis l'histoire comme ça, qui est une histoire très compliquée, on l'a vu encore, hein, qui est une histoire parfois antithétique, fracassante, etc. Et comment tu essayes de construire des êtres équilibrés. Bah, ça, c'est tous les jours en fait, et puis c'est discuter, c'est les ouvrir à la culture, mais surtout, je pense que il faut être très clair sur ce que chacun a fait. Parce que moi, je trouve que mythifier la France, et je comprends pas qu'on en soit encore là en fait, parce qu'il y a un mythe autour de ce pays. On ne veut pas voir les erreurs, ce pays ne veut pas reconnaître ce qu'il a fait. Hein. Je veux dire, son empire colonial, il s'est construit sur le dos de milliers de personnes. Voilà. Et je pense qu'à entretenir des mythes et à entretenir des mensonges, en fait, c'est au détriment de ce pays, de ses futurs citoyens, parce qu'à un moment donné, il y a un sentiment de trahison quelque part. Tu vois. Et moi, je pense qu'il faut être très clair. Tu vois, mon fils, je peux lui dire, voilà, oui, il s'est passé ça en Algérie. Mais par contre, j'explique, je contextualise, tu vois, c'est pas des infos que je donne comme ça, quoi. Je fais un travail de journaliste, de maman, d'adulte aussi, et voilà, Mais c'est vrai que c'est des vrais enjeux, hein. C'est des vrais enjeux. Et quand on en parle, parce qu'au final, ça fait partie de toi-même d'être d'origine algérienne. Quand tu arrives dans le monde du travail, est-ce que tu le sens encore Non, ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que tout ça, moi, ça me passait un peu au-dessus, en fait. Enfin, oui et non, c'est faux. C'est pas que ça me passait au-dessus, mais je croyais, un peu comme beaucoup de gens, peut-être avoir un peu un talent, une force supérieure. Tu vois ce que je veux dire? En me disant, mais de toute façon, moi, je vais échapper à tout ça. C'est pas de la prétention, hein. C'est juste de dire, bon, je crois en ma capacité d'être ingénieuse, d'être astucieuse et de contourner en fait. Donc en fait c'est au sens que j'ai toujours pensé et j'ai toujours été plus ou moins persuadée d'être quelqu'un de très astucieux, qui sait se débrouiller, tu vois, qui rentre par la fenêtre quand on lui a dit... Et en même temps, je suis quelqu'un qui s'est beaucoup limité, qui s'est beaucoup auto-censuré, qui s'est beaucoup dit non, c'est pas pour moi, j'ai pas le niveau, je veux pas, j'y arriverai pas. Et donc je pense que voilà, ça c'est un travers, hein, que je pense beaucoup ont. Le monde du travail, mais du coup, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que je voulais être journaliste. J'ai tenté une seule école de journalisme, mais j'y suis allée un peu en mode tir au flanc en me disant de toute façon ça sert à rien, j'y arriverai pas. Au talent. Pardon ? Au talent. Au talent, mais bon, j'ai pas réussi, hein, parce que dans ma tête, j'étais vraiment prédisposée à ne pas réussir. Pareil, on avait tenté avec mon ami de la fac, on avait tenté Sciences Po, quand on a eu 24 ans, et je me souviens, en fait, on s'est dit, allez, on tente Sciences Po, et j'avais mis un peu d'argent de côté pendant mes études, parce que j'avais une situation particulière et j'avais besoin d'avoir un peu d'argent de côté pour parer à des problèmes, à des éventualités. Et avec ma copine, on s'est dit, allez, on se paye une prépa. On va préparer Sciences Po, on a 6 mois pour le faire. Mais moi, j'y avais jamais pensé, quoi. Je me disais, mais c'est même pas que je connaissais pas, c'est que pour moi, c'était de l'ordre de l'utopie. Enfin, c'était pas dans le possible, en fait. Et on s'est motivé et on s'est inscrit dans une prépa qui s'appelle IPSUP, donc une prépa vraiment faite pour des étudiants qui ont les moyens, et tant mieux pour eux. Hein. Et
Et donc, on s'inscrit dans cette prépa. Et moi, je mets toutes mes économies. Je me souviens, c'était pas grand-chose, mais pour moi, c'était une fortune. Je mets 1500 francs, 1500 euros, 1500 francs, je sais plus. Non, 10 000 francs, pardon. Oui. C'était en 2000. C'était avant le passage à l'euro. Oui. Et j'avais mis 10 000 balles de côté, 10 000 francs de côté. Et en fait, j'ai tout mis dedans, dans cette prépa. Mais moi, je me dis, on va l'avoir et tout. Il y a quelque chose, il y a une force supérieure là qui va faire qu'on va l'avoir. C'est le destin qui s'écrit, tu vois. Et pendant 4 mois, on a bossé comme des dingues avec mon ami. On y croyait, on avait acheté le gros livre d'histoire qui est connu, je sais plus comment il s'appelle, quand tu révises Sciences Po, c'est un peu la Bible qu'il faut avoir. Et on a fait les rats de bibliothèque de 9h à 22h. Je me souviens, on était à Sainte-Geneviève, au Panthéon. Ouais. On restait, puis après, moi je prenais mon RER, je rentrais, il était 23h, tu vois. C'est des bons souvenirs, Et on s'inscrit dans cette prépa IPSUP et les cours avaient lieu le samedi matin. Il y avait samedi matin et dimanche matin. Et il y avait 3 épreuves. Il y avait culture générale, histoire et anglais. Et dans cette prépa, donc le premier cours, on arrive, c'est dans le Marais. Et là, mais j'arrive dans un monde, mais j'avais déjà fait 3 ans de fac à la Sorbonne, mais là, c'était encore autre chose. C'était des gars, ils étaient... Vraiment encore plus. C'était ultra privilégié, c'était puis j'étais là, je bossais, je me souviens du cours d'anglais qu'on avait dans cette prépa, mais ils étaient tous bilingues. Moi, je savais même pas lire un article en anglais, mais what, quoi. Ouais. Et ça a été un choc quand même sociologique et psychologique entre guillemets. Bon, j'exagère un peu, mais voilà. Et on se fait des copains quand même, c'était sympa. Bon. Le grand jour est arrivé, on a bossé, je connaissais tout. Bon, je ne l'ai pas eu, hein. Voilà, j'ai paniqué le jour J. Je me suis dit, mais je suis jamais. En plus, moi, je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup me comparer, mais si tu veux, ça me dessert. Parce que je me dis, je ne vais pas y arriver, je suis nulle, c'est l'histoire de ma vie. Hein, voilà. Et donc, du coup, le jour des résultats, je me souviens, ils nous envoyaient un courrier, mais j'ai pleuré comme une madeleine. C'est vraiment c'était l'échec de ma vie, quoi. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça a été vraiment très important pour moi de faire ça, parce que ça m'a donné une méthode de travail que je n'avais pas jusqu'à présent. Moi, j'étais plutôt... voilà, tranquille, quoi. J'ai de l'ambition, mais je me dis, c'est bon. Quand je suis arrivée à la fac, à la Sorbonne, j'avais 13 heures de cours. C'était super bien. Ouais. Entre les cours magistraux, on allait au cinéma. C'était le top. Alors qu'en fait, j'aurais dû, par exemple, faire un double cursus. J'aurais dû mettre ça à profit. Parce que parfois, dans la vie, c'est important d'avoir une ou deux personnes qui va te... Tu vois, parfois, dans la vie, t'es à la croisée des chemins. Oui. Et tu vois, si j'avais une personne qui m'avait dit « Non, mais attends, t'as 13 heures de cours. Meuf, fais un double cursus, prépare ce concours. » Tu vois, et j'ai pas eu ça. Oui. Bon, voilà, c'est comme ça. Et non, c'est vrai que j'ai fait des études, bon, je vais pas rougir, hein, tu vois, j'ai fait une maîtrise de lettres modernes, j'ai eu un DESS en communication politique, je suis diplômée en journalisme, voilà, ça va, quoi. En fait, j'ai trouvé tout de suite du travail dans une agence de com politique par une amie. J'ai très vite pris le pli du réseau. Oui. J'ai toujours été très débrouillarde, timide, mais... je suis pas la nana qui arrive, attention, je sais, moi j'arrive, c'est pas ça. Je suis pas une grande confiance en moi, contrairement à ce qu'on peut penser, mais je me fais violence. Tu vois, je me fais violence et j'ai un goût du challenge. En plus, moi, quand je suis piquée sur un truc, après, j'y vais. Quoi. Faut pas me piquer parce que j'ai un orgueil, assez, j'allais dire assez algérien. Non, c'est vrai que moi, quand on me pique sur un truc, en général, c'est là que je démarre. Mais bon, bref. Et donc, j'avais trouvé un boulot dans une agence de com politique et j'ai commencé comme ça. Et après, j'ai rejoint une institution. C'est vrai que j'ai très vite pris conscience que ce pays, il y avait une espèce de politique de maintien où, en fait, on aimait que les gens restent à leur place. Et moi, je pense que je suis restée à ma place très souvent. Et pas forcément dans les sphères... blanche de pouvoir, tu vois. C'est un peu un biais dans beaucoup de milieux. Reste à ta place. Et quand tu réalises ça, est-ce que ça change ta vision et ton attitude par rapport à... Alors,
Oui et non. Oui, parce que si tu veux, j'ai très vite pris conscience que que j'étais quelqu'un qui aimait faire les choses, qui était assez électron libre et assez solitaire. Moi, j'aime bien, tu vois, je suis pas la fille corporate, Mm. quoi. Je suis pas la nana qui va travailler dans une équipe et être à fond. C'est Moi, pour ça que tu es je suis assez, indépendante. ouais, je suis assez solitaire, j'aime bien. Euh, mais en fait, tu vois, j'ai commencé à faire de la communication publique dans une institution, et puis au bout de quelques années, ça m'a saoulée et je me suis dit non, mais en fait, c'est du journalisme que j'ai envie Oui, de faire, tu oui, vois. J'avais une expérience à la vingtaine dans un magazine qui s'était bien passé, mais après, il y avait des contraintes financières qui faisaient que j'avais besoin de payer mon loyer. Et puis, je suis revenue au journalisme grâce à Serge Michel qui avait fondé le Bondi Blog, oui, parce que j'avais oui. travaillé un peu avec lui. Et je suis revenue au journalisme comme ça. Et bon, bah, je suis allée dans les sphères un peu de médias indépendants, dits communautaires. Mais voilà, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fondé un média au bout d'un moment. Voilà, donc j'essaye de faire les choses. Tu vois, j'avais créé ce média Melting Book. L'idée, c'était de proposer des portraits de personnes qu'on ne voyait pas dans les grands médias. Ça s'est transformé en média à part entière. J'ai fondé une maison d'édition, j'ai écrit des livres. Et quand tu arrives, tout à l'heure, on parlait d'expansion. Mm. Quand l'expansion elle arrive, où tu commences à fonder tes choses, à travailler pour plein de médias différents, est-ce que tu arrives à un sens d'être dans vraiment le process actif de t'accomplir? Bah en fait, moi j'ai jamais vraiment travaillé pour des grands médias, donc est-ce que je suis dans une expansion? Je crois pas, hein. J'ai pas, comme dit, je suis pas quelqu'un qui a. Je suis pas une star, quoi, en fait, Oui, pour parler clairement, mais bon, pour autant, ça veut pas dire que je fais pas du bon boulot, tu vois. C'est ça la nuance qui est importante, c'est oui, que maintenant, aujourd'hui, je peux te dire à mon âge, oui, j'assume, je fais un boulot sérieux, je suis exigeante, je suis rigoureuse, j'ai pas du tout à rougir de tout ce que j'ai pu produire. Est-ce que travailler, rejoindre des médias mainstream, c'est une fin en soi? Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, ça donne de la visibilité, ça donne un cadre de travail plus serein, tu vois. Et non, parce que tu peux faire de la qualité en étant dans des médias alternatifs, quoi, oui. tu vois. Après, moi, ce qui a été un peu aussi ce qui est très paradoxal, ce qui a été un peu un déclencheur pour moi, c'est la maternité. C'est-à-dire que avant d'être maman, c'était ah mais comment je vais faire? Enfin, je viens de prendre un CDI, si j'ai des enfants maintenant, bah, ma carrière elle va faire flop, etc., etc. Et comme un jour une prof en troisième cycle nous l'a dit, de toute façon la maternité, enfin la société te donne jamais le temps, quoi. C'est jamais le bon moment, donc fais comme tu veux en fait. C'est clair. Et c'est vrai que le fait d'avoir des enfants, je sais que j'ai tout de suite su que je voulais pas. Non pas que j'ai pas d'ambition professionnelle, au contraire, mais j'ai tout de suite su que je voulais donner ma priorité à mes enfants, parce que c'est du temps qui reviendra jamais, tu Oui, vois, et oui, que je pense, après c'est mon point de vue, et c'est absolument pas un jugement sur d'autres femmes qui ont fait des choix différents des miens, mais je pense que voilà, un enfant qui a le luxe de grandir le plus longtemps possible avec une maman qui est tout le temps présente pour lui, c'est quand même voilà, un privilège. oui, Et j'avais envie de ça, donc j'ai essayé de concilier. Et voilà, je pense que je me suis pas trop mal débrouillée. Tu vois, mes enfants, ils ont la chance, même au jour d'aujourd'hui, d'avoir une maman qui est H24 dispo pour eux, quoi. Et voilà, qui se décarcasse. Bon, c'est le complexe peut-être du super-héros, hein, ça on l'a déjà dit. J'ai pas l'impression d'écraser qui que ce soit en faisant ça. J'essaie de tout concilier, c'est-à-dire de me dire de pas être, d'être présente pour mes enfants, voilà, sachant que c'est prenant, c'est fatigant, c'est éreintant. Nerveusement, c'est pas toujours facile, parce que les enfants, bah, voilà, Il y avait un article qui était sorti dans Le Monde d'ailleurs qui disait ils ont plus d'endurance que les adultes. Ils sont infatigables en fait. c'est des piles. Voilà, c'est des piles. Et puis même, je veux dire, là ils grandissent, tu vois, donc la question des réseaux sociaux, leur présence sur les réseaux sociaux, moi je suis en guerre contre ça, tu vois. Oui, Je prends ça très au sérieux. Et le fait de ne pas avoir de frustration médiatique, de pas avoir de frustration professionnelle, pardon, parce que pour moi, ouais, je suis quelqu'un qui a toujours besoin de turbiner, en fait, tu vois, de toujours de produire, de travailler, de faire marcher mon cerveau. Ouais, j'ai des ambitions.
Et donc voilà, concilier tout ça. C'est pas, et puis la vie de famille, tu vois, voilà, d'essayer de tout concilier. Alors parfois c'est un coup, tu vois, la santé, elle en prend aussi un coup, tu vois. Moi, je le vois, hein. Et dans cet accomplissement, aujourd'hui, tu participes à Jeune Afrique. Mm. Qu'est-ce que ça représente pour une Africaine de participer à peut-être au plus grand média d'Afrique ou l'un des Bah, plus en grands? fait, j'avais pas tant conscience que ça. Mais même si j'ai toujours aimé Jeune Afrique et je sais que c'est un média de qualité, enfin bien avant que j'arrive, hein, Oui, tu vois. Mais non, mais c'est sûr que moi, quand j'ai vu le soulèvement algérien, tu vois, il y a 2 ans, le Hirak, oui, ça a réveillé des choses en moi, quoi, parce que l'Algérie, c'est un pays que quand on est algérien, et pas forcément quand on est algérien, mais c'est un pays qu'on aime, quoi, que oui, ça oui, s'explique pas, tu vois. oui, Moi, l'Algérie, c'est ça qui est très bizarre, c'est que c'est un pays qui est, que enfin, je sais pas, j'ai dû y aller moins de 20 fois en Algérie. Tu vois, j'y allais oui, pas tous les étés, je parle pas bien la langue. Quand tu me mets à Alger, bah, bon, je saurais me débrouiller, mais je suis pas forcément dans mon élément. Je suis l'immigrée, quoi, tu vois. oui, Mais voilà, tu l'as au cœur, c'est comme ça. Et c'est vrai que quand j'ai vu le Hirak, je me suis dit, ça a réveillé quelque chose en moi. Je me suis dit, oh là là, imagine l'Algérie se développe, devient un pays développé, et je peux aller vivre là-bas. oui, Est-ce que je pourrais aller vivre là-bas? Tu vois, en oui, parallèle, tu mets le contexte en France où c'est bouché, où on te fait sentir plus ou moins que voilà, t'as pas ta place, t'es pas légitime. oui, Pour trouver du travail dans ta branche, c'est pas toujours facile, enfin, dans la presse en tout cas. Que les choses sont très figées, très fermées, je te dis waouh quoi. oui, Donc tu vois, tout ça, et puis je me suis dit, ah, j'aimerais bien quand même travailler plus sur l'Algérie, avoir une expertise un peu plus importante sur ça. Donc tu vois, Jeune Afrique, c'est ça, quoi. C'est raconter l'Afrique autrement, qui est un continent sur lequel on a posé beaucoup de stéréotypes, alors que c'est des pays où tu as des croissances à 2 chiffres, quoi. oui, Enfin, qui font rêver plein de pays en Europe, tu oui, vois. C'est l'avenir, l'Afrique, avec sa jeunesse, avec tout son potentiel. Et voilà, donc c'est sûr que je pense que le centre de gravité, il a bougé, hein, oui. me concernant, même si je suis toujours très attachée à la France, bien sûr. Il y a peut-être des perspectives. Ouais. C'est un peu peut-être psychanalytique Ah, de se consacrer au final à soi, avec des guillemets, hein, mais ouais, en fait, oui, mais surtout d'aller voir un peu ailleurs. Le monde est vaste, quoi, tu vois. Et c'est vrai que moi, j'ai passé une période, les dernières années, bon là, ça va, j'en suis un peu sortie, entre guillemets, mais j'étais beaucoup dans le French bashing, mhm, parce que voilà, on parle beaucoup de la crise du modèle républicain, mais en fait, est-ce qu'il a vraiment été en crise, ce modèle? Je ne suis pas vraiment sûre, en fait. Je oui, pense il est pétri aussi de contradictions, il est pétri oui, de promesses non tenues, il est très mythifié, donc du coup, est-ce qu'il est vraiment en crise? Non, je pense que des gens comme moi, comme toi aussi certainement, est-ce qu'on a... Alors, je me suis longtemps posé ces questions, est-ce qu'on a vraiment notre place? Alors je te dis pas que oui, on a notre place, parce que franchement, c'est pas gagné. Bon, les choses avancent un peu, tu vois, mais c'est vrai que le monde est vaste. oui. Après tout, bon, voilà, j'en suis sortie de cette période, je pense qu'il y a de quoi faire ici. Mais je m'interdis rien, quoi. Mhm. On va passer sur des sujets un peu plus légers. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu aurais dit à la Nadia qui vient d'avoir son bac? Ah, j'aurais dit, mais fonce, quoi. Te pose même pas de questions. Arrête de te poser des questions, arrête de douter, fonce. T'es très intelligente, voilà. T'as tout ce qu'il faut. Ouais, j'aurais dit, mais perds même pas ton temps à douter de toi-même. Parce qu'en fait, t'en as, ils doutent jamais d'eux. Ils sont médiocres, mais ils doutent jamais d'eux, tu vois. Donc, n'écrase personne, sois fidèle à tes principes, sois loyal, sois carré, etc. Mais alors, perds pas ton temps dans la, comment dire, La à te psychose. faire des nœuds, en fait, à la tête, quoi. J'aurais dit, mais fonce. Fais un double cursus, tente Sciences Po, n'attends pas d'avoir 25 ans. Même si tu l'as pas au bout d'une fois, passe-le 2, 3 fois, tente et te mets pas de limite. Ah ouais, ça, et c'est ce que je dis à mes enfants, hein. Ouais. Et à l'inverse, c'est la question que je me posais. Est-ce que tu penses qu'elle t'aurait écouté? Est-ce que moi je l'aurais écouté, c'est ça? Ouais. À Non, 18 ans, tu reçois ce c'est ça conseil. le problème, c'est que j'aurais certainement pas écouté. Ou alors, je sais pas, peut-être.
Si, peut-être que j'aurais écouté. Mais oui, j'étais tellement persuadée. Il y a des choses qui se sont ancrées très très tôt, je crois, chez moi. Ouais, Et même jusqu'à présent, tu vois, à mon âge, si, je commence à m'en détacher, mais c'est assez récent. c'est profond. Ouais. Mm. Et t'en parles encore là de faire des choses par toi-même. Est-ce que tu penses que ce qui te délie au final, c'est ce qui est créé sa confiance en soi? Est-ce que ça vient d'une conscience de soi? Ouais, ça vient d'une conscience de soi, c'est sûr, mais parfois ça ne suffit pas parce on peut être conscient, d'avoir des bonnes réflexions, d'être capable d'écrire des bons articles, etc. Mais on peut se dire aussi qu'on est un chat noir et que de toute façon, il y a un scénario dans l'univers qui fait que tout va se mettre en place pour que les choses n'arrivent pas, tu vois. Et maintenant, c'est vrai que je suis un peu plus sereine. Je me dis, écoute, fais tes trucs, ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est que c'était pas sûr pour toi, Ouais. c'est tout. Mais après, après, on vit une époque aussi assez formidable, quoi, où on a quand même, bon, la question des réseaux sociaux, j'en parle souvent parce que ça dit tellement de choses de notre époque, mais il y a beaucoup d'arnaques, en fait. Oui, Il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de vacuité. Et, et c'est pas forcément la qualité aujourd'hui qui compte. c'est la façon dont est-ce que tu cries fort ou pas, est-ce que Mm. tu fais beaucoup de bruit ou pas. Tu vois, moi, je dis souvent à mes enfants, YouTube, tu vois, ils me parlent de YouTube. Et aujourd'hui, c'est intéressant de voir que les jeunes de leur âge, bon, ils ont 12 et 9. Ah ouais, attends, il me parle d'un influenceur, il a fait 5 millions de vues, quoi. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est ça, le truc. Moi, tu sais, j'ai lancé une newsletter Oui. bimensuelle et je parlais du concept de mépris digital. C'est-à-dire qu'avant, on avait le mépris social. En fait, on te considère en fonction de ton statut social ou de l'épaisseur de ton portefeuille, pour prendre un langage un peu imagé. Aujourd'hui, c'est quel est ton nombre Oui. d'abonnés, je te dirai la valeur que tu as. Moi, je me bats contre ça parce que, en fait, c'est quelque chose que je ne supporte pas. On arrive sur la dernière section de cet entretien qui Mhm. passait déjà beaucoup trop vite. Je parle beaucoup, hein. Ah non. Mais pourtant, je suis pas bavarde, normalement. Ah ouais? Non, je suis pas quelqu'un de bavard. Peut-être dans une zone safe parce qu'au final, on parle souvent du sujet qu'on maîtrise le mieux. Ouais, bah, moi-même. Ça fait un peu égocentrique, quand C'est même. Mais ça prouve qu'on fait un travail aussi sur ça parce Ah, que bon, c'est ça, on important. peut en parler. Hein, Je pense qu'on devrait tous être suivis par un thérapeute. Ouais, Tu vois. ouais. Je pense Et que c'est ça, important de se connaître et de pas avoir peur de plonger en soi. en soi, quoi. Moi, je sais que j'ai commencé très jeune, hein, alors que c'est un peu tabou, tu vois. Mhm. On me dit, ah, tu es une folle. Mais non, c'est pas ça. C'est la thérapie de soi-même, c'est important. Mais il faut le dire surtout à nos communautés que c'est Mm. pas seulement les fous Ouais, absolument. qui vont voir des thérapies. J'avais une amie qui me disait que même c'est bien d'y aller quand on est bien. Exactement, Ouais. exactement. Du coup, c'est des petites questions rapides où je vais avoir besoin de ta première pensée, celle qui te vient de ta Vas-y. première à l'esprit. J'ai peur. Un principe capital, Loyauté. 2 lectures, C'est dur de lecture. Huis clos de Jean-Paul Sartre et La conjuration des imbéciles. un film qui marque ton enfance, Un monde à part. Je sais plus quel est le réalisateur. Je sais pas pourquoi ça m'avait marqué. C'était sur l'apartheid en Afrique du Sud. C'est ça, c'était Un monde à part, je crois. une musique qui te replonge dans l'émotion de l'enfance, ou un artiste. Alors moi, il y a plein de musiques, mais c'est vrai que c'est beaucoup la funk. Quel est ton mantra? Une phrase. Je dirais, laisse-moi réfléchir 30 secondes, hein, parce que là, ne pas avoir peur d'assumer, mais juste assumer. 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 Euh, un livre que tu recommanderais à ton enfant quand il aura 20 ans. J'aurais envie de te dire Culture et impérialisme d'Edouard Mhm. Saïd. Un moment charnière dans ta vie. Bon, en dehors de ma vie personnelle, de maman, de femme, etc. L'été 98, parce que j'ai eu mon bac, et donc j'étais la première de la famille à avoir le bac. Donc Très c'était un moment... Une consécration. Ouais, enfin c'était un moment émouvant parce que je me souviens de ma grande sœur, je l'appelle, je lui dis j'ai le bac et quand j'arrive à la maison, chez elle, elle ouvre la porte, elle est en train de pleurer.
Magnifique. Moi, j'aime pas je suis pas Oui. très... La pudeur encore. Ouais, non, je suis un peu cœur de pierre. Mais... je suis un peu comme ça, Ouais. tu vois. Mais je suis très sensible, mais je suis un peu... On montre pas j'aime trop. pas les effusions, tu vois. Mais je la vois, elle pleure. Et elle est comme ça. Et tu vois, et ça m'a marqué parce que je me suis dit, tu vois, c'est grâce à eux. En fait, eux, ils n'ont pas eu la chance de faire des études et c'est grâce à eux. Et cet été-là, j'ai aussi eu mon permis. Ah, Que je me suis payée toute seule. Et après, je me suis acheté ma voiture toute seule, tu vois. Parce que c'est hyper débrouillard. oui, oui. Et donc voilà. Donc ça peut être un moment charnière un peu sympa, quoi. Et la dernière, des personnes avec qui tu voudrais partager un dîner. Tu peux m'en donner jusqu'à 5, mais pas besoin d'arriver jusqu'à 5. C'est marrant, mais on m'a posé la question de savoir quels étaient mes modèles. Et en fait, je sais pas. Donc là, les personnes avec qui j'aimerais partager un dîner, des personnes vivantes ou... Les deux. Ouais, bah, j'aurais adoré rencontrer Nelson Mandela. Enfin, ça, c'est quand même... Je veux dire, j'ai lu sa bio. Bah si, tu vois, dans Oui, les livres, oui. tu vois, j'ai pas pensé à un autre combat vers la liberté. Mhm. Nelson Mandela, j'ai trouvé ça tellement... Pour moi, il n'y en aura pas d'autres comme lui. D'autres, ouais. Ouais, tu vois. Bon, ben voilà, un gars comme Nelson Mandela, enfin, un homme comme Nelson Mandela. Enfin, les gars, c'est pas bien. Oui, oui. Si on fait un focus sur Mandela et tu t'assois à la table dans un restaurant avec lui, c'est quoi la première question que tu poses? Comment il a fait pour pardonner, entre guillemets, pour pas laisser son cœur se remplir de haine? Moi, c'est ça qui me fascine chez lui. Oui. Tu vois. Et ouais, et puis c'est des hommes, ils ont tellement vécu. Je crois qu'on se rend pas compte à quel point, moi je le dis, hein, moi je pense que moi en tout cas, je me sens une enfant gâtée. Hein. Comparé. Je suis née en France. Oui. Bon, la situation est telle qu'elle est, il y a des discriminations, du racisme, etc. Mais je suis très bien lotie. Oui. C'est des hommes, on parle de Nelson Mandela, même des gens qui ont vécu sous la colonisation. Comme je te disais tout à l'heure, mon père, il a été indigène, considéré indigène jusqu'à 37 ans. Enfin, je veux dire, en fait, quand on se rend compte de ça, et puis pareil, mon grand-père, le père de mon père, bah, tu vois, une personne avec qui j'aimerais bien dîner. Enfin, mon grand-père paternel, que j'ai redécouvert, parce que j'ai fait des recherches dans le cadre d'un projet. Voilà. Et tu vois, cet homme, en fait, il est né en 1866. Il est mort en 1936, donc c'est le père de mon père, donc que je n'ai pas connu. Et je me dis, mais tu sais, quand j'ai vu ça, c'est des choses que je savais, mais que je n'avais pas intégrées. Et là, dernièrement, j'ai fait des recherches personnelles sur ma famille, et tu te dis ça te resitue, quoi. Tu sais, ça te resitue dans le truc, tu vois, dans le processus, tu te dis, ah ouais. Bon, Quand même, tu vois. On arrive sur la fin. Ça, c'est ma question préférée. Qui aimerais-tu voir se prêter à cet exercice-là, de venir nous raconter son histoire? Bah, j'aime beaucoup Fatoumata Kébé, mais je sais qu'elle voudra pas. Elle va me tuer d'ailleurs de sortir son prénom. Elle est astrophysicienne. Oui. Ouais, donc je pense qu'elle voudra pas, je suis désolée. Non, j'aime beaucoup Gabrielle Dédier aussi, qui a écrit un livre sur la grossophobie. Et je trouve que cette fille, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a 2-3 ans dans une table ronde. Et c'est quelqu'un que je dis souvent qu'elle est rentrée dans mon cœur, en fait. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On se voit pas beaucoup, hein, mais elle est super. Elle t'a touché. Ouais, elle m'a beaucoup touché. Hein. Gabrielle Dédier, Merci d'avoir partagé ton histoire avec nous. Avec plaisir. Le temps est passé très vite. Je tenais à avoir une personne qui est issue de l'immigration, de cette France-là, et de voir sa vision de la vie, comment ça l'a forgé, et de voir qu'aujourd'hui, on est cette personne-là en action pour être un acteur de la vie future et construire une vie pour les siens. Et c'était important pour moi d'essayer de ressortir cette facette-là. Mais en tout cas, merci beaucoup de ton invitation. J'espère que tout ce que j'ai dit sera intéressant et intéressera. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Harmony Stories. Pour ne pas rater la suite, pensez à vous abonner à Harmony Stories sur votre plateforme de podcast favori et sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram où nous sommes le plus actifs. À très bientôt.